Bonjour tout le monde. Euh, Bonjour. je vais Merci. commencer en fait, je peux vous partager juste rapidement mon écran. Je vais me présenter. Je suis Maryse Tremblay. Je m'implique auprès de Cancer d'Avicii Canada depuis une dizaine d'années. Certains d'entre vous me connaissent. Sinon, je suis enchantée de faire votre connaissance. Et merci d'être là ce soir, c'est super. Donc, il va y avoir le docteur Blais qui va parler bientôt, mais je vais vous le présenter. Docteur Normand Blais a fait sa résidence en médecine interne, hématologie et oncologie médicale à l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal. Il est le directeur des laboratoires d'hémostase thrombose du CHUM, où il mène des recherches dans le domaine de la thrombose et du cancer. Il est également directeur de l'Université de recherche clinique en hématologie et oncologie du CICC du CHUM et directeur du programme de bourse de recherche en oncologie thoracique de l'Université de Montréal. Il a participé à de nombreuses études cliniques et translationnelles en oncologie thoracique et urothéliale. Il est le cofondateur et le vice-président du GEOQ, qui est le groupe d'études en oncologie du Québec, et le co-développeur de l'application web Coagchum. J'espère que j'ai bien tout dit. Et que, voilà. Et ce soir, donc, le docteur, je ne vais pas partager mon écran finalement, ça va être peut-être le même. Il va nous parler ce soir des traitements du cancer avancé de la vessie. Donc, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager votre écran. Puis, dernière parenthèse, si vous avez des questions, on peut procéder à la fin ou on peut procéder à la fin. Puis, je vais poser les questions à Dr. Blais qui va vous répondre à vos questions à la toute fin. Donc, je vous souhaite une belle présentation. Donc, est-ce que vous voyez mon écran complet? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, je vais me représenter. Je suis essentiellement à plus de 90% de mon temps un médecin clinicien qui travaille en clinique. Puis mes deux grands champs de pratique, c'est le traitement de la maladie cancéreuse avancée, particulièrement pour le cancer du poumon. Puis compte tenu de son importance, c'est la plus grande partie de ma pratique. Le cancer de la vessie, heureusement, c'est moins important que le cancer du poumon, mais ça demeure la deuxième grand champ d'application de ma pratique au CHUM à Montréal. Chose intéressante, le cancer du poumon et le cancer de la vessie partagent à peu près les mêmes facteurs de risque. Hein. C'est des maladies qui sont reliées à la cigarette, aux expositions professionnelles. Donc, c'est des maladies qui se ressemblent beaucoup sur le plan de leur développement, puis aussi au niveau des traitements. Donc, c'est des maladies qui se traitent de façon quand même assez similaire là, quand la maladie est rendue à un stade avancé. Donc, pour la voix puis pour le vidéo, ça va bien pour tout le monde? Oui. Donc, je vais voir si je peux avancer mes diapos comme ça. Donc, forcément, de par notre pratique en recherche, on a beaucoup de conflits d'intérêts potentiels. Je n'ai pas l'impression que ça va affecter la présentation de ce soir. Je n'ai pas de parti pris pour aucun médicament ou pour aucune compagnie. On a tendance à développer les médicaments, puis d'utiliser les médicaments dans notre pratique en fonction de ce qui est accepté par le gouvernement, puis en fonction de ce qui est reconnu comme efficace en fonction de la littérature médicale. Donc, les objectifs que j'ai décidé de couvrir ce soir, puis qu'on m'avait demandé de couvrir du côté de Cancer de la Vessie Canada, c'est un, de définir le rôle de la chimiothérapie quand on doit subir une cystectomie. On voulait aussi parler des options potentielles pour éviter la cystectomie. Puis, on va parler aussi de qu'est-ce qu'on peut faire quand la maladie est trop avancée pour être opérée. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Puis, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour espérer pouvoir guérir dans des circonstances comme celle-là? Donc, la première chose que je veux vous montrer, c'est vraiment deux facettes très, très différentes du cancer de la vessie. Il y a beaucoup de gens qui ont un cancer de la vessie avancé, qui ont vécu pendant plusieurs années
avec une maladie qui était sur le schéma qui est là à la forme numéro 1, c'est-à-dire une tumeur légère. C'est une tumeur qui est dans la vessie, que l'urologue peut gratter, qui peut enlever, qui peut prévenir avec du BCG. Ça, c'est une maladie en général qui a un très, très, très bon pronostic. Puis, les chances que la maladie devienne avancée, c'est quand même minimal. On parle de 10 de chances que la maladie devienne avancée. Donc, il y a des cas où malheureusement la maladie devient plus avancée puis on a des problèmes plus sérieux. Puis il y a d'autres personnes, d'autres patients, patientes qui se présentent d'emblée avec une forme de cancer de la vessie qui est très invasive puis qui va d'emblée être dans les formes plus sévères. Puis nous, dans notre pratique, quand on travaille avec les urologues, avec les chirurgiens, les radio-oncologues, on a tendance à distinguer vraiment deux différents types de cancer de la vessie en fonction de si le cancer est allé vraiment à l'intérieur de la vessie jusqu'au muscle. Donc, si le muscle n'est pas touché, on parle d'une maladie qui a un bon pronostic. Si le muscle est touché, si le muscle est envahi, c'est là que la maladie peut être plus grave, a plus de chances de se propager au ganglion ou se propager pour donner des métastases ailleurs. Et que ça, c'est une façon de le démontrer schématiquement. Une autre façon de le démontrer, c'est en fonction de comment nous, on stadifie le cancer de la vessie. Donc, un pathologiste qui regarde une biopsie au microscope, bien, lui, il va regarder si le cancer est superficiel. Là, on va parler de stade TA, T1S, T1. Ça, c'est des vrais stades qu'on utilise dans la pratique. C'est comme ça que le pathologiste nous rapporte le résultat de la biopsie. Donc, si c'est TA, si c'est TIS ou T1, ça veut dire que la maladie est encore à un stade localisé avec un bon pronostic. Par contre, si on parle de T2, T3, T4, c'est là que la partie rouge là, que vous voyez au milieu de la diapo, là, le muscle superficiel, le muscle profond, bien, la tumeur se rend jusque-là. Donc, parfois, la tumeur dépasse même le muscle pour aller dans la crèse qui est autour de la vessie ou même vraiment plus rarement dans les organes voisins. On va parler de T3, T2, T3 ou T4. Puis à partir de ce moment-là, il y a déjà 50 de chances que la maladie se soit déjà propagée, puis que même si on fait la cystectomie, on n'arrivera pas à tout enlever la maladie. Donc, quand on a une maladie qui envahit la vessie, bien, on comprend que le risque qu'on ait des problèmes est beaucoup plus important. Puis c'est là qu'on essaie d'adopter une approche plus polyvalente pour essayer de régler le problème. Donc, comment on peut faire pour savoir si la tumeur est à haut risque? Mais ça, c'est des images d'une cystoscopie. Donc, l'urologue, le chirurgien urologue va aller dans la vessie, va voir avec la caméra, puis va resséquer les petits polypes, les petites tumeurs qu'on peut voir dans la vessie, ce qu'on va appeler une résection transurétrale de la tumeur vésicale, RTUTV. Puis, on va aussi resséquer un petit peu plus en profondeur que ce qu'on peut voir au niveau de la tumeur pour essayer d'avoir une couche de muscles pour être capable d'apprécier jusqu'à quelle profondeur la tumeur envahit. Donc, le pathologiste, lui, reçoit le spécimen. On regarde les lames de la biopsie au microscope. Puis, dans le cas que je vous ai mis, bien, vous voyez des fibres musculaires qui sont présentes au milieu des cellules cancéreuses. Puis c'est comme ça qu'on peut dire que la tumeur est un stade T2. Donc, il y a un envahissement musculaire, ce qui signifie qu'on n'est plus dans un contexte de maladie superficielle, mais d'une maladie plus invasive, un peu plus grave en termes de risque de se retrouver avec des problèmes dans le futur. Donc, le problème, c'est que des fois, on fait des biopsies, puis les biopsies ne peuvent pas tout voir parce que c'est sûr que l'urologue qui fait la biopsie, bien, il veut gratter un petit peu la partie de la couche musculaire, mais il ne peut pas faire une biopsie trop pénétrante parce qu'il va perforer la vessie. On ne veut pas une biopsie qui va perforer la vessie. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas faire une biopsie de la graisse qui entoure la vessie parce que ça voudrait dire qu'il a coupé à travers la vessie puis qui a créé une perforation. Donc, quand on fait l'analyse en pathologie, on peut savoir si c'est T2.
mais on ne peut pas savoir si c'est T3, on ne peut pas savoir si c'est T4. La biopsie va juste nous dire, ben, on voit de la tumeur dans le muscle, mais on ne voit pas jusqu'où ça va. Donc, quand nous, on essaie de prévoir le risque d'un patient qui vient d'avoir une biopsie qui montre une tumeur de stade T2, ben, on est un peu limité parce que si on savait que c'était T3, si on savait que c'était T4, on pourrait savoir que c'est encore plus potentiellement à risque, mais la biopsie, ça s'arrête là. Donc, on peut distinguer facilement entre un T1 puis un T2, mais on ne peut pas aller plus loin nécessairement sur la biopsie seule. Donc, on fait des scans. Les scans vont nous aider pour essayer de voir jusqu'à quel point la tumeur est importante. Puis, dans votre dessin à gauche, donc la belle boule qui est au milieu, c'est votre vessie qui est remplie d'urine. Donc, on voit essentiellement juste un rond. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter du contraste. Puis, dans le dessin à droite, vous voyez que le contraste est blanc, blanc, blanc foncé. Puis, il y a une partie du rond de la vessie qui est en gris. Bien, ça, c'est la tumeur qui est là. Donc, la tumeur, elle a fait une excroissance à l'intérieur de la vessie. Puis, si vous essayez de me dire, bien, voyez-vous le muscle, voyez-vous la graisse autour de la vessie, bien, on ne la voit pas. Le scan a des limites à ce niveau-là, donc on ne peut pas savoir. On voit que la tumeur est là, bien entendu. J'espère que vous la voyez comme moi. Mais on ne voit pas si ça rentre dans le muscle, jusqu'à quel point ça rentre dans le muscle, si ça déborde même au niveau de la graisse qui entoure le muscle. Donc, encore là, la radiologie n'est pas assez précise pour nous dire jusqu'où la vessie, jusqu'où le cancer envahit. Donc, souvent, on peut juste savoir le stade final quand on a fait la cystectomie, quand on a enlevé complètement la vessie. Donc, pour ces raisons-là, puis comme on sait qu'il y a à peu près 50 des patients ou patientes qui seraient opérés pour un cancer qui envahit la vessie, il y a à peu près 50 des gens qui vont avoir une récidive malgré l'opération. Mais ça fait longtemps qu'on pense à l'idée de pouvoir faire de la chimiothérapie parce qu'on sait que la chimiothérapie, ça peut guérir à elle seule certains cancers de la vessie. Puis on sait quand on l'utilise avant l'opération, bien, ça diminue l'importance de la tumeur au moment de l'opération. Puis ça augmente les chances qu'on puisse avoir une survie à long terme guérie d'un cancer de la vessie. Donc, j'ai mis ça sous forme de statistiques là, pour que vous puissiez lire ça avec moi. Mais on sait que si on savait que le patient serait à récidive, je vais vous dire ça autrement. Donc, si on est rendu puis on sait qu'on a un stade T2, donc la maladie envahit le muscle, on vient d'avoir une biopsie qui nous dit ça, l'urologue va vous proposer une cystectomie pour enlever la tumeur. Il va quand même vous dire que même s'il fait l'opération, bien, il y a 50 de chances que ça soit guéri, mais il y a 50 de chances que ça revienne. Donc, si on fait de la chimiothérapie, c'est pour essayer de diminuer les risques que la maladie revienne. Si on savait que la maladie ne reviendrait pas, bien, on serait capable de dire à la moitié des gens, bien, vous n'avez pas besoin de chimio, puis ça serait facile, mais on ne le sait pas. On ne sait pas chez qui la maladie va revenir ou pas. Donc, on est obligé de donner de la chimiothérapie à tout le monde. Puis ça nous amène la possibilité de diminuer les risques de récidive d'environ 33 et de diminuer les risques de décès dus à la maladie de 20 Ça veut dire autrement qu'au lieu de 50 de chances d'être guéri, bien, ça augmente à 60 à 50. Fait que si on veut retenir le chiffre le plus important, c'est qu'on passe de 50 de chances de certitude de notre traitement à 60 de chances de certitude de notre traitement. Ce n'est pas magique, puis j'imagine que vous iriez voir 100 de possibilités de survie grâce à la chimiothérapie. Mais la chimiothérapie, ça ne marche pas toujours. Mais on sait que si on ne la fait pas, bien, les chances de récidive sont plus grandes que si on la fait. Donc, quand nous, on voit les patients, puis quand les urologues réfèrent les patients pour de la chimiothérapie, bien entendu, il y a beaucoup de patients plus âgés qui ont des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, des problèmes cognitifs, des problèmes qui font que les traitements de chimiothérapie peuvent être difficiles. Mais quand on choisit bien les patients, quand les patients sont en forme, puis capables de tolérer des traitements, on est capable de donner les traitements de nos jours de façon sécuritaire, puis avec des risques de complications qui sont quand même bien acceptables.
Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on sait que l'immunothérapie, c'est une nouvelle voie pour les patients qui vont pouvoir potentiellement aider aussi à diminuer les risques de récidive. Donc, on a parlé de chances de guérison d'à peu près 60% si on fait une cystectomie plus la chimio. Bien, potentiellement que l'immunothérapie va nous permettre d'améliorer ces statistiques-là, de donner encore de meilleures chances de guérison de la maladie. Puis on va en parler un petit peu plus tard de qu'est-ce que c'est l'immunothérapie puis comment que ça peut être utilisé. Mais essentiellement, on pourra peut-être dans le futur donner de l'immunothérapie avant la cystectomie pour diminuer les chances que la maladie soit propagée au moment de la cystectomie. Ou des fois, on va plutôt considérer l'immunothérapie après l'opération si on juge que c'est nécessaire de faire des traitements après la cystectomie. Puis, moi, de la façon que j'entrevois ça, c'est que si on fait de la chimiothérapie avant l'opération, des fois, on voit déjà qu'au moment de l'opération, la tumeur est presque toute disparue au moment de l'opération parce que la chimiothérapie était vraiment, vraiment efficace. On sait que dans ce contexte-là, les chances sont excellentes avec une très, très bonne survie à long terme. Donc, peut-être que ces gens-là n'auront pas besoin d'immunothérapie, alors que ceux pour qui la chimio a moins bien réagi, c'est ces patients-là qu'on va vouloir donner d'autres traitements après l'opération. Ça s'en vient dans le futur. Ce n'est pas encore utilisé dans ma pratique encore. Il y a des études qui sont en train de venir. On va avoir des résultats dans les prochaines années. Donc, c'est ces résultats-là qui vont déterminer si oui ou non ça vaut vraiment la peine d'utiliser l'immunothérapie dans ce contexte-là. Il y a des patients qui nous disent, ben moi, je ne veux pas me faire opérer, je veux garder ma vessie. Est-ce qu'il y a des options? Il y a des options. Au CHUM, nous, nos urologues sont vraiment des chirurgiens qui prônent la cystectomie. Alors, on a tendance à plutôt encourager nos patients à préférer la cystectomie s'il y a un choix de traitement. Mais il y a d'autres centres comme à McGill, à Toronto. Ça dépend beaucoup de la philosophie de chaque centre. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des centres qui sont un petit peu plus portés vers un traitement plus conservateur, d'éviter l'opération, puis d'aller plutôt vers un traitement qui combine la résection de la tumeur par les voies naturelles, la chimiothérapie, puis la radiothérapie. Puis ça permet de garder la vessie. Donc, c'est quoi qui est mieux? C'est-tu mieux l'opération? C'est-tu mieux de faire un traitement combiné avec la radiothérapie? Ça dépend. Ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on préfère comme option de traitement. C'est sûr que du côté chirurgical, le gros avantage, c'est qu'on est sûr qu'après l'opération, la tumeur est enlevée et elle ne peut pas revenir parce qu'elle a vraiment été enlevée. Ça n'empêche pas qu'il puisse avoir des métastases ailleurs, mais au moins la tumeur initiale, elle est bien enlevée. Puis, une fois qu'on s'est habitué à vivre avec une stomie qui peut être continente ou pas continente, bien, on s'habitue à ça, puis après, on peut continuer notre vie. Tandis que quand on fait de la radiothérapie, bien, la vessie reste en place. Puis la vessie, il peut y avoir des complications de la radiothérapie. La vessie devient plus fibrotique, devient plus raide, devient plus rigide. Puis ça peut nous donner des problèmes de fréquence urinaire. Hein. On a plus de misère à aller à la toilette, on y va plus souvent. Donc, la qualité de vie urinaire n'est pas nécessairement parfaite non plus après de la radiothérapie. Puis, il y a quand même des gens qui ont eu de la radiothérapie qui ont besoin d'avoir une chirurgie après parce que le cancer est encore là. Donc, c'est ça qui nous porte parfois à recommander plutôt la chirurgie. Mais pour les gens qui sont vraiment qui considèrent que c'est important de ne pas aller vers la chirurgie, il y a des options. Puis à ce moment-là, bien, vous voyez des champs d'un dessin de radiothérapie où on cible vraiment la vessie pour avoir des traitements de radio, puis on fait de la chimiothérapie en même temps. Puis ça donne des résultats qui sont à peu près similaires à ce qu'on peut observer quand on fait une opération. Donc, j'ai parlé des avantages et des désavantages. Là, je l'ai remis sur cette diapositive. Donc, évidemment, les avantages, c'est que ça garde la vessie en place. Les résultats de survie à long terme sont quand même similaires à la cystectomie, mais le désavantage, c'est qu'il peut y avoir une dysfonction vésicale. Ça veut dire que la vessie ne fonctionne pas comme avant. On urine des moins grosses quantités, puis on peut avoir besoin d'uriner plus souvent. Puis on a besoin de faire des examens endoscopiques, de faire des cystoscopies, d'aller voir avec la caméra plus souvent, parce qu'il y a environ 30%
de gens qui vont avoir ce traitement-là, qui vont avoir une récidive dans la vessie, puis on va quand même avoir besoin d'une cystectomie par la suite. Donc, il y a des gens qui ont vraiment une idée vraiment déterminée d'avance, qui veulent une approche ou pour un autre. Puis j'ai dit qu'au CHUM, on est plus porté vers la cystectomie, mais on fait souvent des traitements combinés avec de la radiothérapie. J'ai dit qu'à Miguel, il était plus porté vers la radiothérapie, mais encore une fois, il offre l'option de faire les deux là, pour tous les patients qui se présentent. Il suffit juste d'ouvrir la discussion avec vos médecins si vous avez le goût d'entendre parler d'une approche ou d'une autre. Donc là, pour la prochaine partie de ma présentation, je vais parler de ce qui est beaucoup plus fréquent dans ma pratique. C'est des patients pour qui, malheureusement, le traitement local n'a pas fait effet ou des patients qui, dès le départ, ont une maladie plus avancée. Des fois, on voit une bosse qui nous pousse dans le cou. Des fois, on passe un scan qui montre qu'il y a des bosses dans le poumon ou dans le foie ou dans les os. Puis, quand on fait une biopsie, c'est là qu'on apprend qu'il y a un cancer de la vessie. Puis si on va avec la caméra pour voir dans la vessie, on a la surprise de voir, même si on n'avait pas de symptômes, qu'il y a un cancer effectivement dans la vessie. Puis le patient ne s'en est jamais rendu compte, il n'a jamais eu du sang dans ses urines, il n'a jamais eu de symptômes en urinant. Mais des fois, la maladie peut nous jouer des tours puis se présenter de façon, de façon un peu surprenante. Mais pour beaucoup de patients, quand même, on sait d'avance qu'il y avait quelque chose dans la vessie, puis c'est avec l'évolution de la maladie qu'on a fini par découvrir qu'il y avait des métastases de la maladie. Donc, quand on voit quelqu'un qui a une maladie métastatique, on a encore de nos jours tendance à considérer que ce n'est pas nécessairement une maladie qu'on va pouvoir guérir pour tout jamais. Mais de plus en plus, il y a des options de traitement qui nous permettent de prolonger beaucoup la maladie, puis de considérer le traitement de la maladie comme une maladie chronique, comme le diabète ou la haute pression, dans le sens qu'on va potentiellement avoir beaucoup d'options de garder la maladie sous contrôle. Puis les options de traitement, il y en a plusieurs. Maintenant, il y a la chimiothérapie, de l'immunothérapie, la radiothérapie. Puis, on va aussi traiter les symptômes avec tous les médicaments qu'on a à notre disposition pour améliorer puis faire en sorte que la qualité de vie soit optimale pour tous nos patients. Donc, dans notre vie, dans notre pratique, les patients au Québec ont accès en général à une infirmière pivot en oncologie. Puis ça, c'est une infirmière qui permet à tous les patients d'avoir quand même un accès facile à l'hôpital, puis aux ressources, puis qui nous permettent aussi d'avoir accès à toute une gamme de professionnels qui sont autour de nous, stomothérapeutes, sexologues, travailleurs sociaux, psychologues, pharmaciens, les médecins. Donc, l'infirmière pivot, si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment un ange gardien. C'est quelqu'un qui nous entoure puis qui nous permet de pouvoir naviguer dans le système de santé sans avoir à faire face à toutes les embûches qu'on a, surtout de ce temps-ci avec les problèmes d'accès à plusieurs interventions puis plusieurs différentes ressources à l'intérieur de l'hôpital. Donc, vraiment, avec l'infirmière pivot, ça facilite beaucoup la navigation dans le système. Le problème, vous direz, ce sera d'y rentrer, mais une fois qu'on est rentré dans le système puis qu'on connaît les ressources, ça va quand même beaucoup mieux pour nos patients. Donc, la chimiothérapie, juste pour expliquer un peu ce que c'est souvent des médicaments qu'on donne intraveineux. Il existe de la chimiothérapie en pilule, mais pour le cancer de la vessie, les médicaments qu'on donne sont la plupart du temps intraveineux. C'est fait dans l'hôpital, c'est fait, on installe un soluté dans le bras, il y a un petit poteau, il y a un liquide qui coule, puis c'est essentiellement ça, le médicament passe par là. C'est des médicaments qui vont directement agir sur les cellules cancéreuses pour les détruire. Puis les effets secondaires, on entend beaucoup parler des effets secondaires de la chimiothérapie, mais c'est très différent d'un médicament à un autre. Il y a des centaines de médicaments différents de chimiothérapie, puis chaque médicament est différent. La plupart des médicaments que moi j'utilise pour le cancer de vessie, par exemple, ne font pas tomber les cheveux. Il y en a qui donnent des nausées, il y en a qui ne donnent pas de nausées. Dans tous les cas, il y a des médicaments pour prévenir les effets secondaires. Fait qu'on est capable de s'adapter à chaque médicament qu'on connaît très bien, puis donner aussi des médicaments avec le traitement pour éviter les effets secondaires qu'on peut retrouver.
Si on utilise la chimiothérapie, bien, on peut quand même permettre à environ 50% des patients d'avoir un très bon contrôle de la maladie pendant un bon bout de temps. Donc, c'est vrai qu'il y en a 50% où la chimiothérapie ne sera pas aussi efficace, mais ça fait partie du jeu. Donc, si on veut essayer la chimiothérapie, il faut savoir que ce n'est pas garanti que ça va fonctionner, mais il y a quand même beaucoup de patients pour qui ça donne des résultats très importants. La rémission, quand on a une rémission de la maladie, bien, ça peut durer quelques mois. Des fois, ce n'est pas de très longue durée, mais il y a beaucoup de patients que j'ai, moi, dans ma pratique, qui ont vécu plusieurs années en rémission après un traitement de chimiothérapie. Puis c'est vraiment ça qu'on espère quand on commence les traitements. Mais malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on essaye, puis on voit qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet maximum. Depuis quelques années, depuis 1 an ou 2, bon, on combine l'immunothérapie avec la chimiothérapie parce qu'on sait que l'immunothérapie peut aider l'effet de la chimiothérapie, puis ça agit de façon différente aussi. Donc, c'est aussi un médicament intraveineux, mais ce traitement-là, il ne vise pas le cancer. Il ne cherche pas à détruire la cellule cancéreuse. C'est plutôt un accélérateur pour forcer le système immunitaire à faire le travail qu'il n'a jamais fait préalablement. Donc, si le système immunitaire de quelqu'un qui a le cancer avait vraiment bien fait son travail, bien, la personne n'aurait jamais développé un cancer. Hein? Le système immunitaire, lui, il cherche à trouver toutes les cellules de notre corps qui ne sont pas correctes. Puis des fois, il y a des cancers qui se développent, et le système immunitaire n'a pas fait son travail, puis le cancer s'est développé malgré la surveillance de notre système immunitaire. Alors, ces médicaments-là vont chercher à forcer le système immunitaire à être encore plus puissant pour justement essayer de détruire le cancer. Puis, il y a quand même une bonne proportion de gens, voire jusqu'à 20% des gens, qui ont des réponses très importantes avec l'immunothérapie qui peuvent durer souvent très longtemps. Donc, ça, c'est une autre option que quand on utilise avec les avantages que la chimiothérapie peut avoir. Donc, les deux ensemble, on a encore des meilleurs résultats. Donc, les effets secondaires sont différents de la chimiothérapie parce que la perfusion, là, le médicament intraveineux qu'on va donner pendant 1 heure, lui, en général, il ne donne pas d'effets secondaires. Mais vu qu'on stimule le système immunitaire beaucoup, bien, des fois, bien, le système immunitaire peut développer des réactions qu'on va appeler immunes, puis je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, là, je vais peut-être vous compliquer la vie beaucoup, mais j'ai déjà essayé de vous expliquer un peu le principe de base. C'est que sur le schéma de gauche, là, vous avez une cellule cancéreuse qui est à côté d'une cellule du système immunitaire. Puis la cellule cancéreuse, bien, elle a un petit signal sur sa surface qui dit au système immunitaire, touche-moi pas, là, je ne suis pas dangereux. Puis la cellule cancéreuse, elle a appris à se cacher du système immunitaire. Donc, nous, le médicament qu'on va donner, c'est pour enlever ce signal-là, pour pas que la cellule cancéreuse puisse dire au système immunitaire de se tenir tranquille. Puis ça va permettre à la cellule immunitaire de vraiment reconnaître la cellule cancéreuse. Puis on voit, dans ces cas-là, que le système immunitaire se réveille, puis est capable d'éliminer complètement certains cancers de la vessie. Pourquoi pas tous les cancers? C'est que ce n'est pas tous les cancers qui sont faits de la même façon. Puis on sait que ceux pour qui ça répond bien, c'est que le mécanisme d'action du cancer était dépendant du système immunitaire, alors que d'autres cancers de la vessie ont moins de rôle par rapport à se cacher du système immunitaire. Donc, chaque cancer de la vessie est un peu différent, puis c'est pour ça qu'on n'a pas toujours les mêmes résultats avec chaque traitement. Donc, les médicaments qu'on va utiliser, c'est des anticorps monoclonaux qu'on appelle. C'est des médicaments qui vont bloquer justement ce signal négatif-là de la cellule cancéreuse et qui va permettre au système immunitaire de réagir plus fortement contre le cancer. Pourquoi que ça ne marche pas toujours, l'immunothérapie? C'est que le système immunitaire, c'est très, très complexe. Puis là, je vous ai, juste pour vous impressionner, là, j'ai mis plusieurs mécanismes différents que le système immunitaire peut emprunter pour attaquer ou que la cellule cancéreuse peut utiliser pour bloquer le système immunitaire. Donc, on est au début de l'ère de l'immunothérapie. Ça fait peut-être
moi, personnellement, 7 ou 8 ans que j'utilise l'immunothérapie pour traiter les patients. Puis, ça fait déjà 7-8 ans, mais on est juste au début. Il y a des nouveaux médicaments qui commencent à sortir, il y a des nouveaux projets de recherche qui tentent à tester d'autres mécanismes pour tromper le système immunitaire puis pour l'aider à combattre le cancer. Mais je suis sûr que dans les prochaines années, on va trouver d'autres mécanismes qui vont fonctionner probablement pour d'autres cancers. Puis notre rôle, ça va être d'identifier pour quelle tumeur on devrait utiliser un médicament plutôt qu'un autre. Donc, encore beaucoup à apprendre, mais il y a quand même des bons espoirs maintenant que pour au moins certains patients, on peut vraiment bien les traiter avec ces traitements-là. Donc, les effets secondaires de l'immunothérapie, contrairement aux effets secondaires de la chimio, ça arrive plutôt plus tard, donc après 3 mois, des fois 6 mois, des fois 1 an de traitement. On voit que le système immunitaire s'active, puis il va s'attaquer, par exemple, à la peau. Il va donner une réaction comme de l'eczéma. Il peut s'attaquer à la glande thyroïde, puis on peut avoir une baisse de la fonction de la glande thyroïde. Plus rarement, on peut avoir des problèmes au niveau des intestins ou des poumons parce qu'il se crée de l'inflammation dans les intestins ou dans les poumons. Puis à ce moment-là, on peut avoir un peu de toux, on peut avoir de la diarrhée. C'est rare que c'est très sévère, mais il y a à peu près 10% des gens qui vont avoir besoin de cortisone éventuellement si la réaction est trop forte. Dans ce temps-là, on peut arrêter le traitement. On donne la cortisone le temps que la réaction dure. Puis, à ce moment-là, il faut réévaluer si on peut continuer le traitement ou pas. Mais souvent, les gens qui ont des effets secondaires plus sérieux à l'immunothérapie, c'est les gens qui ont eu les meilleures réponses au traitement. Donc, souvent, c'est possible même d'arrêter le traitement, puis on voit que le système immunitaire continue de faire son travail, la maladie continue à être en rémission, puis même si on ne reprend pas le traitement, la maladie peut rester tranquille pendant souvent un bon bout de temps. Donc, souvent, les réactions les plus fortes, ça arrive chez les gens où la réaction contre le cancer a été la plus forte aussi. Donc, souvent, les patients qui ont des effets secondaires de l'immunothérapie, c'est ceux qui sont contents parce qu'ils sont contents d'être en rémission puis de savoir que le cancer il est tranquille. Mais ça amène quand même la nécessité de faire certains traitements. Donc, où en sommes-nous actuellement avec l'immunothérapie au Canada? Donc, je vous ai dit que probablement que dans le futur, on va pouvoir utiliser des traitements d'immunothérapie avant la cystectomie. On va peut-être pouvoir la donner même avec la radiothérapie si on fait des traitements de radiothérapie pour que les traitements soient plus efficaces. Puis on va peut-être utiliser l'immunothérapie pour les patients au risque après la cystectomie. Donc ça, c'est des approches qui sont encore considérées expérimentales. Donc, on n'a pas les résultats encore de ces études-là. Peut-être que dans la prochaine année, on va avoir des résultats qui vont nous suggérer que ça peut être utile d'utiliser l'immunothérapie dans ce contexte-là. Aujourd'hui, en 2021, on peut utiliser l'immunothérapie seulement quand il y a des métastases. Donc, si on ne peut pas utiliser la chimiothérapie parce que c'est impossible, s'il y a des contre-indications, souvent on utilise la chimiothérapie en premier parce qu'on sait que c'est ça qui fonctionne pour le plus de monde. On a presque 50% des gens qui vont bien répondre à la chimiothérapie. Puis, une fois que la chimiothérapie est terminée, on donne l'immunothérapie après dans un contexte de maintien. Donc, on fait 3 mois de chimiothérapie, puis après ça, on va continuer avec l'immunothérapie pour 1 an, 2 ans si la maladie reste en rémission. Puis en utilisant cette façon de faire-là, on sait que la rémission peut durer beaucoup plus longtemps que si on arrête après la chimio puis qu'on ne fait pas d'immunothérapie. Donc, en ce moment, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on donne la chimio pour quelques mois, puis après, on continue avec l'immunothérapie en maintien. Si la personne n'a pas eu d'immunothérapie en maintien, on peut toujours l'utiliser en deuxième tentative de traitement si la maladie revient après la chimiothérapie. Il y a beaucoup de situations où on peut considérer des protocoles de recherche. Donc, on veut, par les protocoles de recherche, justement, utiliser des traitements qui semblent très utiles, très importants. Nous, quand on choisit des protocoles de recherche au CHUM, c'est parce qu'on a l'impression que c'est un traitement qui va probablement changer notre façon de voir les choses, qui va probablement améliorer le sort des patients qui ont des maladies comme celle-là. Puis on les teste parce que on veut finalement être sûr que vraiment ça donne les résultats qu'on pense que le traitement va nous donner. Donc, quand on participe à un protocole de recherche, on participe à améliorer potentiellement la qualité des soins.
ça peut avoir un impact financier sur les traitements parce que si on commence tout de suite à utiliser des médicaments alors que si on n'est pas sûr qu'ils fonctionnent bien, bien, on dépense beaucoup d'argent alors que le traitement ne fonctionne pas. Donc, c'est important de vraiment prouver que les médicaments fonctionnent. Puis, on veut aussi déterminer l'impact des soins sur le système de santé parce que si on rajoute des traitements, bien entendu, des fois, on est obligé d'assumer que le coût de ces traitements-là vont avoir un impact ailleurs. Donc, quand on participe à un protocole de recherche, bien, on est suivi de façon plus serrée. Donc, il y a des patients qui aiment ça, être vraiment suivis de façon très détaillée avec une infirmière de recherche qui va les appeler souvent. On a un accès privilégié à l'équipe de recherche, on a accès à des nouveaux traitements qui ne sont pas encore reconnus. Il y a des patients, par contre, qui ne sont pas des bons patients pour les études cliniques parce qu'ils ne veulent pas avoir trop de liens avec l'hôpital, ils n'aiment pas trop venir à l'hôpital, ils aiment mieux avoir le moins de visites possible. Alors, si on n'est pas trop le genre à vouloir se faire encadrer, des fois, la recherche, ce n'est pas pour nous. La plupart des études demandent un peu plus de visites au centre d'oncologie, donc ça demande quand même un petit investissement. Puis, des fois, bien, il y a des patients qui ne sont pas trop impressionnés par les nouveaux traitements qu'on leur propose. Donc, ils vont préférer ne pas participer aux études cliniques pour ces raisons-là. Il n'y a pas des études cliniques pour tous les scénarios, pour tous les patients. Mais moi, quand je vois un patient et que j'ai un traitement à lui proposer, j'essaie toujours de voir s'il n'y aurait pas quelque chose de plus novateur qui pourrait lui amener une autre option de participer, par exemple, à un protocole de recherche. Il y a deux grands nouveaux médicaments qui existent depuis les dernières années. C'est l'erdafitinib et l'enfortumab vedotin. C'est deux médicaments maintenant qui sont utilisés, qu'on peut utiliser partout au Québec, puis qui ont le potentiel, encore une fois, d'améliorer les résultats de traitement de la maladie. Ça nous donne une troisième puis une quatrième chance d'apporter un bénéfice à un patient après que les autres traitements qu'on a essayés auparavant n'auraient peut-être plus fonctionné. Donc, l'enfortumab vedotin, c'est un médicament qui est à la fois un anticorps et une chimiothérapie. C'est un médicament qui a une fonction de travailler qui est différente un peu de la chimiothérapie. Donc, le médicament, lui, c'est un anticorps qui va reconnaître la cellule cancéreuse, puis la cellule cancéreuse va attraper ce médicament-là. Puis une fois que le médicament est dans la cellule, bien, il y a comme une molécule de chimio qui va rentrer dans la cellule puis qui va tuer la cellule. Donc, c'est une chimiothérapie, mais un peu plus intelligente qui cible un peu plus la cellule cancéreuse. Donc, c'est un nouveau médicament qui a fait ses preuves maintenant puis qu'on peut utiliser. On utilise ce médicament-là surtout quand l'immunothérapie et la chimiothérapie conventionnelle n'ont pas fonctionné. Puis il y a des patients qui ont des vraiment bons résultats avec ce traitement-là. Il y a un autre médicament qui s'appelle l'erdafitinib. C'est un inhibiteur du récepteur Fibroblast Growth Factor. En français, c'est le facteur de croissance du fibroblast. En fait, ce n'est pas tous les cancers de la vessie qui peuvent être traités avec ce médicament-là parce qu'on sait qu'à peu près un patient sur 10 dont la tumeur est dépendante du facteur de croissance du fibroblast pour devenir cancéreuse. Donc, on fait des tests sur la tumeur. On peut demander aux pathologistes dans notre hôpital de rechercher si notre tumeur a un caprice au niveau du facteur de croissance du fibroblast. Puis s'il y a une mutation dans la protéine du facteur de croissance du fibroblast, bien, on sait que le médicament va fonctionner. Si on n'a pas la mutation, le médicament ne va pas fonctionner. Donc, on est capable de décider, on est capable d'identifier c'est chez qui on peut vraiment avoir un bénéfice du traitement, puis chez qui aussi le traitement risque de ne pas être efficace. Donc, en faisant le test en pathologie, on peut savoir si on peut être traité ou non avec l'erdafitinib, encore une fois avec des bons résultats chez ceux qui ont la mutation. Donc, je vais terminer avec la dernière diapo qui résume ma présentation. Donc, il y a vraiment eu des changements importants dans les dernières années pour le traitement de cancer de vessie. On commence à mieux savoir comment donner l'immunothérapie, qui sont les personnes qui vont en profiter le plus.
malgré tout, la chimiothérapie, ça demeure le meilleur traitement avec les plus grandes chances de bons résultats à long terme. Donc, il y a des patients qui ne sont pas très excités à l'idée de faire une chimiothérapie, mais c'est vraiment le traitement qui va pouvoir nous donner les meilleurs résultats. Puis maintenant, on utilise la chimiothérapie moins longtemps. Au lieu de donner 6, 8 traitements de chimiothérapie, on va en donner plutôt 4, des fois 6 pour ceux qui n'ont pas de problème à le supporter. Mais en donnant moins de chimiothérapie, on a moins d'effets secondaires. Puis on continue tout de suite après avec l'immunothérapie. Puis ça fait en sorte qu'on a des traitements qui sont encore plus faciles à tolérer. Puis en donnant les deux traitements ensemble, on a encore des meilleures chances de bons résultats à long terme. Donc, il y a eu des améliorations au niveau de comment on peut utiliser ces médicaments-là. Puis, il y a encore des études en cours pour essayer de rendre ça encore plus efficace. Donc, dans les prochaines années, peut-être que je peux revenir vous présenter puis vous donner encore plus de possibilités de traitement avec toutes les nouvelles options qui vont arriver dans les prochaines années. C'est toujours important de poser vos questions à vos médecins. Vous avez des urologues, vous avez des radio-oncologues, vous avez des infirmières, vous avez des oncologues médicaux. On est tous là pour discuter des options avec vous. On n'a pas d'idée préconçue de qu'est-ce que vous devriez choisir comme traitement. Souvent, quand on parle aux médecins, bien, on peut apporter notre part de préoccupation puis apporter nos propres préférences. Puis, des fois, il y a des options. Des fois, on sait qu'en faisant, par exemple, de la radiothérapie, bien, on peut avoir des traitements similaires à une opération. Donc, des fois, c'est juste une question de discuter avec votre médecin puis de dire, ben moi, j'aime mieux telle option ou telle option. Moi, j'ai peur de la chimiothérapie parce que mon frère en a eu, puis il a eu tel problème. Bien, des fois, on peut rassurer le patient en leur disant, ce n'est pas le même traitement que vous allez recevoir, ce n'est pas du tout le même médicament. On ne s'attend pas à ce genre d'effets secondaires-là. Il y a des femmes, par exemple, qui ne veulent pas perdre leurs cheveux. Quand moi, je leur dis que les traitements que je vais leur donner, ça n'affecte pas les cheveux du tout, bien là, ça vient juste régler plein d'appréhensions que les gens pouvaient avoir. Donc, c'est important vraiment d'amener vos questions, vos appréhensions à vos médecins, puis on est vraiment là pour en discuter avec vous. Alors, je vais laisser le temps qui reste pour des questions, puis je vais vous remercier de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Dr. Blais. C'est très, très intéressant, simple à comprendre. Puis je vais vous prendre au mot. On vous réinvite dans 2-3 ans pour continuer à insuffler de l'espoir à la communauté de personnes touchées par le cancer de la vessie. Donc, s'il y a des questions, en fait, juste, je ne sais pas si vous le voyez, vous pouvez soit lever la petite main, raise hand, sur votre ordinateur, là, pas l'ordinateur, mais sur la plateforme, ou vous pouvez parler directement là, si vous voyez que personne parle. Est-ce qu'il y avait des questions? Surtout, n'oubliez pas d'enlever votre micro. Oui, c'est ça, d'enlever le mute. Là, c'est moi qui ai levé ma main. Donc, profitez-en, vous avez Dr. Blais juste pour vous. Donc, Alain Bergeron. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça arrive fréquemment que des patients qui sont sous chimiothérapie aient des infections? Et puis, est-ce que c'est grave, plus grave? Est-ce que c'est possible de traiter facilement à ce moment-là? C'est sûr que dans le contexte de COVID, c'est pas la meilleure chose au monde de faire de la chimiothérapie. C'est bien d'être vacciné avant de commencer des traitements. C'est bien d'avoir eu 2 doses. Maintenant, on recommande 3 doses de vaccin. Donc, pour la COVID, moi, j'ai été chanceux, puis je n'ai pas eu de patients qui étaient à moi qui ont eu la COVID. Il y en a eu au CHUM, il y en a eu quelques patients, mais je pense qu'avec les mesures qu'on a adoptées au Québec, puis avec la vaccination, ça a réglé ce problème-là. Pour les infections bactériennes, bien, c'est sûr que quand on a une stomie, quand on a une vessie qui est malade ou on a déjà tendance à avoir des infections, bien, c'est sûr qu'il y a plus d'infections de vessie, entre autres. Si on a une maladie pulmonaire, puis en plus d'avoir un cancer de la vessie, on a une bronchite chronique, on peut faire plus facilement des bronchites, des sinusites, des infections pulmonaires pendant la chimio.
Puis ça, on est au courant de ça, puis on surveille ça. Puis l'infirmière pivot est justement là pour rattraper ça rapidement. Puis dès qu'on a un premier symptôme, comme la température ou nos urines qui deviennent plus troubles ou des expectorations, des crachats qui deviennent plus colorés, on est très, très rapide à donner des antibiotiques. Donc, la réponse à votre question, c'est oui, il y a plus de risques à développer des infections, mais c'est quand même rare que les patients doivent venir à l'hôpital parce qu'ils ont une infection sévère. Ça arrive, mais ça arrive sans la chimio aussi. Ça arrive un petit peu plus souvent pendant la chimio, mais avec les moyens qu'on a pour suivre nos patients, on essaie d'attraper ça avant que les gros problèmes commencent. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Gênez-vous pas. Bonjour. J'espère que je ne suis pas gênant. Bonjour, monsieur. Oui, premièrement, je voulais vous remercier pour votre présentation. C'était très bien présenté. Moi, mon médecin, il voulait m'enlever la vessie et j'ai refusé. Et je m'ai fait donner des traitements de BCG aux 3 mois. Puis, quand j'ai fait mon BCG, il est retourné voir. Puis, mon cancer, il était plus là. Pour l'instant. Mm-hmm. Pour l'instant. Là, l'affaire, c'est que je ne sais pas s'il en sait plus que moi, là, mais peut-être qu'il sait quelque chose que moi, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il veut seulement me faire vivre cette expérience-là. Parce que moi, je suis un battant. Puis, c'est ça. D'abord, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-tu possible que le cancer soit là puis disparaisse? Je ne connais pas exactement le stade où la maladie était là initialement, mais par exemple, il y a beaucoup de cancers qui ne touchent pas le muscle, comme je vous ai expliqué. Là. Il y a des cancers qui ne sont pas rendus au stade où ça prend absolument une cystectomie. Donc, quand ça touche le muscle, il n'y a presque pas d'autre option que d'enlever la vessie. Mais quand la maladie revient souvent ou quand la maladie est presque au muscle, mais pas encore au muscle, bien, des fois, on dit que c'est probablement mieux d'enlever la vessie parce que si on fait le BCG, on peut se faire jouer des tours, puis la maladie peut vraiment revenir rapidement, puis on a perdu la chance de guérir la maladie. Fait que des fois, on va proposer la cystectomie, puis ça revient à ce que je disais tantôt. Des fois, il y a des choix. Puis ce n'est pas refusé, c'est pas... Je ne pense pas que vous devriez dire que vous avez refusé la cystectomie, vous avez choisi d'avoir du BCG parce que pour vous, au moment où on vous l'a proposé, c'est ça qui faisait plus de sens. C'est ça. Alors, si l'urologue avait pensé que c'était une mauvaise décision, il vous aurait peut-être dit, ben moi, je vais vous expliquer pourquoi que je pense que c'est mieux de faire la cystectomie, puis il vous aurait mis des points, puis il vous aurait dit, ben moi, c'est pour ça, pour ça, pour ça. Puis une fois qu'on sait qu'est-ce qu'il y en est, ben on choisit. Puis à la fin, là, il ne faut pas regretter notre choix. Il faut dire, ben moi, j'étais dans une situation, puis j'ai choisi ça, puis c'est mon choix. Puis si dans 1 an, ben, j'ai un autre choix à prendre, ben, je le prendrai dans 1 an. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. OK. Merci. Est-ce que nous avions une autre question? Non. Non, je crois que avec les caméras fermées. Ouais. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, Dr. Blais, d'avoir pris le temps de nous parler ce soir, juste avant le temps, avant Noël, comme ça, dans une période très occupée de préparation du temps des fêtes. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde qui est venu ce soir. Je vous souhaite, au nom de Cancer de la vie du Canada, de toute l'équipe, un super beau temps des fêtes sécuritaire, avec de la santé et vos proches, dans la mesure du possible. Donc, merci à tous et à bientôt. On vous souhaite un très joyeux Noël, une joyeuse fête.